Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo. On va faire une seule vidéo, je pense, ce week-end. Je pense que j'aurai pas le temps de splitter les deux. Je vais raccourcir un petit peu, tout simplement parce que ma femme m'a refilé le Covid. Et même si ça va, je sens que la température monte un peu. Donc plutôt que d'attendre quelques heures et de ne pas être trop bien, je fais cette vidéo un petit peu en avance. Au moment où je la tourne, c'est 3h40. Donc on est en pleine séance, donc évidemment certaines choses peuvent bouger, quoique je pense pas que ce qui va être dit changera beaucoup la face du monde. Mais voilà un petit peu où on en est. Concrètement, on a eu une semaine très intéressante parce que même si vous vous dites le marché est débile, c'est n'importe quoi, ça peut pas tenir, ou j'ai complètement loupé ma semaine, blablabla, on peut se dire tout ça, bien entendu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est un petit peu que vous êtes en train d'emmagasiner une grosse expérience parce que le marché est en train de raccourcir les cycles. En fait, on voit, depuis le Covid, on voit énormément de cycles. Donc il faut bien vous dire qu'en gros, en 2-3 ans de bourse, là, vous avez vu, grosso merdo, 10, 15, 20 ans de cycles qui prenaient avant des années à se mettre en place. Et donc là, on a beaucoup de choses. Et l'un des derniers cycles, évidemment, c'est quand on arrive un petit peu en haut de cycle et que le marché se met à avoir peur, comme pour la SVB, la faillite de la SVB, etc., et bien ce que l'on voit, c'est le marché qui va se réfugier. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il va se réfugier sur les valeurs de qualité. Alors si vous suivez un petit peu les vidéos, alors refait une cette semaine, mais j'avais déjà fait une vidéo où j'avais pris un deck de Goldman Sachs sur justement le fait que lorsque les gérants ont peur, etc., ils vont chercher plutôt des actions défensives, mais également des valeurs de qualité. Valeurs de qualité, donc on en retrouve énormément. Ça peut être le luxe, ça peut être la tech, ça peut être des actions tout simplement qui ont une rentabilité, qui sont capables d'avoir du pricing power et de résister un petit peu à tout. Donc il y a de la trésor, etc. Évidemment, ce qui se fait quand le marché a peur, ce qui se fait balayer en premier, c'est les boîtes qui ne sont pas rentables et ne seront jamais. Ça, c'est une palissade. Mais les boîtes plus cycliques, mais qui sont fortement endettés. Là aussi, on sabre et on ne fait pas de prisonniers. Donc en gros, alors que j'ai le truc à l'écran, là, hop, on va le sortir. Donc en gros, c'est ça qui est important pour moi et qui est à relativiser. Pour celles et ceux qui avaient suivi, je ne vais pas revenir, j'avais fait un très long papier avec une vidéo que j'avais faite lundi, etc., pour relire un petit peu ce que j'avais écrit ce week-end, avant que la Fed décide de sauver. Donc l'idée, c'était toujours la même chose, c'était de dire, on va dissocier entre, il y a un bruit pas possible, entre on va monter les taux, on va baisser les taux, qu'est-ce que va faire la Fed, blablabla. Mais pour moi, il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier le fait que la Fed et les banques centrales doivent conserver leur crédibilité, doivent rassurer le marché, et donc baisser les taux maintenant, pour moi, ça serait dire au marché, il y a un gros problème, c'est la merde, et je pense que le marché tankerait à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut rester droit sur ce bot, comme Lagarde a fait hier, et il faut continuer de monter les taux comme c'était prévu. Donc pour la Fed, ça sera 0,25. Alors, il y avait des discussions sur des 0,5, mais peut-être que voilà, la marge de manœuvre, ça va être de se dire, ok, on va faire 3 fois 0,25 sur les restes. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'inflation est toujours là. Certes, petit à petit, en effet, on va arriver vers la récession, vers à nouveau la question, ça sera du hard landing, ça sera du soft landing, peu importe. Mais l'idée première, voilà, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le mandat des banques centrales, c'est de combattre l'inflation et que l'inflation n'est pas vaincue. Donc, pour garder de la crédibilité, pour garder de la confiance, et à la fin de la journée, c'est ça qui importe au marché, c'est la confiance dans les banques centrales. Et vous l'avez bien vu, le marché était prêt à dégueuler à partir du moment où on sauve tout le monde et les banques centrales arrivent en chevalier blanc, etc. Ça y est, tout va mieux dans le meilleur des mondes possibles. Donc ce qu'il faut bien comprendre également, c'est justement cet aspect où je vous avais dit, donc on dissocie. Pour moi, les taux, ils vont continuer de les monter, mais honnêtement, qu'ils fassent la pause maintenant, hein, qu'ils décident de dire ok, on ne monte pas les taux et on ne les montera plus, mais on va les garder au même niveau, ou qu'ils montent encore une fois de 0,25 et puis une deuxième fois de 0,25. Ça ne change pas grand-chose maintenant. Je dirais que quelque part le mal est fait, entre le gros de la hausse des taux a été faite. On sait très bien qu'on est arrivé au pivot. Je veux dire, ça fait une année au moins qu'on use le soleil sur le scénario du pivot des banques centrales et qu'on sait très bien que la marge de manœuvre est très réduite parce qu'on est très endetté, etc. Moi, je vous refais pas le tableau. On savait qu'il y allait avoir une limite et il fallait arriver au moment où on casse un truc dans l'économie. Bon, ben voilà, on est en train de casser des trucs dans l'économie. Pour l'instant, c'est pas des trucs systémiques. Donc, en gros, on
grandissent aussi, c'est-à-dire qu'on va continuer d'avoir des taux élevés, voire de les monter un petit peu, mais honnêtement, ça ne va pas changer la face du monde. Donc on reste dans un environnement de taux élevés. Et à côté de ça, on va faire du QE. Alors, on ne va pas l'appeler comme du QE, évidemment, mais c'est du QE temporaire, c'est-à-dire qu'en gros, on fait open bar sur des liquidités pour essayer de passer un mauvais moment. Ce qui est exactement ce qu'a fait la Banque d'Angleterre l'année dernière, lorsqu'ils ont eu une faillite, je ne sais plus, avec les fonds de pension, l'obligataire, il y avait un truc, je ne sais plus le détail exactement, mais c'était exactement la même chose. Les taux, eux, ils ont continué de les monter, mais par contre, ils ont fait un QE temporaire. Donc là, la Fed, c'est exactement ce qu'elle fait aujourd'hui, et on voit donc le petit pic sur le bilan de la Fed pour récupérer ça. Donc on est typiquement là-dedans. Donc pour moi, je veux dire, ce qui est important, j'avais dit, c'était le quantitative tightening, c'était de relâcher le quantitative tightening pour éviter l'effet de contagion, mais par contre les taux, on va rester dans des politiques de taux élevés. Et maintenant, je dirais que le plus intéressant commence. Le plus intéressant commence parce que c'est maintenant que les erreurs de banque centrale vont se faire. Et l'erreur principale des banques centrales, c'est pas de ne pas réagir. On voit concrètement quelque chose qui est nouveau, c'était nouveau depuis le Covid aussi, et ça avait même surpris jusqu'à Warren Buffett, c'est la rapidité de réaction des banques centrales aujourd'hui pour éviter le phénomène de contagion, et on sauve tout le monde. C'est-à-dire que si Lehman Brothers devait faire faillite, je l'avais dit déjà de nombreuses fois, mais si Lehman Brothers devait faire faillite aujourd'hui, ça serait sauvé aujourd'hui, et ça serait pas laissé comme du Bear Stearns, du Lehman, etc. En gros, si SVB on laisse faire faillite, c'est parce que c'est pas systémique, etc. Mais dès qu'on va commencer à choper les gros poissons, il va falloir sauver. Et Crédit Suisse, c'est un gros poisson. Et vous voyez bien la réaction du marché, alors que Crédit Suisse, on sait depuis déjà des années qu'ils sont dans tous les mauvais coups. Et donc ils sont à l'affût, quoi. Ils ont la tête au-dessus de l'eau, et il faut attendre qu'il y ait une banque américaine, pseudo-banque américaine qui fasse faillite aux US pour qu'on se rende compte, oh mon Dieu, il faut faire quelque chose pour le Crédit Suisse. On aurait pu un petit peu se réveiller avant, mais bon, toujours est-il, la réaction a quand même été très rapide suite à cela. Donc voilà un petit peu. Donc d'autres faillites, il va y en avoir, c'est sûr et certain. Il faut bien comprendre qu'on est dans de l'explosion d'une bulle. Il faut bien comprendre qu'on est dans des taux qui sont remontés très rapidement, fortement, et donc oui, on est en train de nettoyer le marché. Et ce sont les acteurs les plus faibles qui sautent en premier, et puis petit à petit, on va faire sauter de moins en moins faibles. Et jusqu'au moment où ça devient un petit peu plus systémique, et là, on se rendra compte qu'on a cassé un truc, et les banques centrales réagiront en baissant leurs taux, mais trop tard. C'est toujours la même chose. Là, pour moi, on est en train de rentrer dans la partie où l'histoire bégaye, c'est le fait que les banques centrales sont beaucoup plus réactives sur l'aspect taux que sur l'aspect quantitative tightening. Ouvrir les vannes, les liquidités pour éviter justement la contagion et des dumps trop puissants, ça on sait faire, mais essayer d'anticiper un petit peu quand le paquebot économie va tourner et essayer d'anticiper et de réduire la hausse des taux ou de les stagner ou de les baisser, ça on a un petit peu plus de mal. Et c'est pour ça que très souvent, l'erreur des banques centrales, c'est qu'on va pas, je dirais, arrêter la hausse des taux, c'est qu'on va les garder élevés pendant trop longtemps. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, même si on les garde au même niveau, tout le monde applaudira des deux mains en disant c'est le pivot, etc. Mais ça sera quand même des taux qui sont relativement élevés par rapport à l'inflation, par rapport au taux réel, etc. Et donc qui impactent les marchés. Il ne faut pas oublier qu'énormément de dettes a été prise à taux fixe par énormément d'entreprises, mais qu'il va falloir les refinancer. 2024, 2025, c'est quand on regarde le gros des dettes qui ont été prises, on va commencer à ce moment-là à se poser des questions de refinancement. Et refinancer une dette qui a été prise pendant le Covid à 0 ou à 1 et refinancer à 4 ou à 5, c'est pas la même partie. Alors voilà, ça fait partie évidemment des choses qui vont arriver. Donc évidemment, si vous voulez, on pousse vers le ralentissement économique, mais c'est quelque chose encore qui va prendre du temps. Et pendant que ça prend du temps, la Fed, si vous voulez, est confortée dans le fait de je dois garder mes taux élevés. Et donc c'est là où l'erreur sera faite. Mais si vous voulez, c'est pas une erreur et vous allez vous en rendre compte en 2 jours. C'est quelque chose, on est dans du cycle économique et voilà, il faut laisser le temps au temps. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc si vous voulez, on est dans du dégonflement de bulles. Donc quand vous êtes dans du dégonflement de bulles, évidemment que vous avez un certain nombre d'acteurs économiques qui doivent se serrer la ceinture, qui font faillite. Et le but, c'est de se dire, voilà,
jusqu'à quand on commence à toucher des gains un peu plus systémiques et ça commence à tanguer un petit peu plus sévère. Et donc c'est ça la différence entre le soft et le hard landing. Et donc à ce moment-là, pour moi, du SVB, etc., comme je vous avais dit, c'est pas du hard landing. Il va falloir encore attendre. Là, on continue de nettoyer le surplus, si vous voulez, de spéculation qu'il y a eu avec l'argent magique du Covid. Mais on va rester dans des restrictions. Mais comme on le voit, les banques centrales, par moment, quand on va sentir qu'il y a un petit peu un risque de contagion, etc., ben on va remettre un petit peu de QE temporaire comme ça pour éviter que tout se crache. C'est un jeu d'équilibriste et on verra si l'équilibre est bon ou pas, mais c'est typiquement là où on en est. Et donc, en gros, on en a discuté au sein de l'académie. Si on regarde les graphiques et si on se projette un petit peu, on voit très bien qu'à partir de avril, mai, juin, on va rentrer un petit peu dans le dur, on va rentrer dans les résultats des sociétés qui vont nous démontrer que leur pricing power commence à pas être suffisant, on va rentrer un petit peu dans des stats qui vont nous prouver un petit peu plus le ralentissement économique, donc petit à petit, on va y aller. Et c'est là où la Fed peut faire l'erreur justement de garder les taux élevés en se disant, bon ben ok, les stats sont en train de se retourner, mais c'est pas suffisant pour nous, il faut encore continuer. Donc la désinflation ne devient plus, l'inflation ne devient plus le problème, et petit à petit le narratif va se concentrer sur la récession. Mais la récession, voilà, c'est un bien grand mot, il va falloir savoir de quoi on parle, combien de temps ça va durer, quelle dureté ça va avoir, c'est ça les vraies questions qu'on va se poser, et c'est là où on va essayer de savoir si la Fed va finir par tuer un truc un petit peu plus systémique ou pas. En attendant, cette semaine, on n'a pas trop attendu. Ce que l'on a vu en fait également, c'est que quand le marché a peur, il y a un flight to quality. Donc là où ces 6 derniers mois, on avait eu une surperformance, et on l'avait expliqué pourquoi, on l'avait anticipé, une surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis, ben on a eu l'inverse. On a une surperformance des États-Unis par rapport à l'Europe, et on voit l'Europe n'arrive pas à redresser la tête alors que le Nasdaq explose. Mais derrière, si vous regardez, ce qui est le plus intéressant, c'est que on peut donc regarder le Nasdaq, et le Nasdaq, on voit, est en train de sortir par le haut. On voit le CAC 40 est en train de baisser, mais il était avec une certaine avance de hausse. Mais ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est si on va regarder les petites capes américaines. Si on regarde les petites capes américaines, la vue est beaucoup moins jolie que si on regarde le Nasdaq. Et ça, c'est pour expliquer plusieurs choses. C'est que quand le marché il a peur, eh ben, il va se concentrer. On va mettre l'argent sur des trucs où on se dit c'est de la qualité, c'est sûr et certain. Et en règle générale, c'est les grosses capes et les plus grosses pondérations de l'indice. Donc pour nous, c'est du LVMH, du Hermès et compagnie. Et donc, en ayant un afflux supplémentaire de flux sur ces valeurs-là, qui sont en plus les plus grosses pondérations, on re-rentre dans une illusion des indices, que ces indices-là, justement, sont forts, mais quand vous regardez le reste du marché, ça se fait taper. Donc c'est bien là où il faut savoir dissocier les choses et bien comprendre que quand vous êtes dans une fin de cycle comme ça, eh bien on va privilégier des valeurs défensives, on va privilégier également un retour en qualité. Et on voit la plupart des flux reviennent à ce moment-là sur les États-Unis alors qu'ils avaient commencé à se diversifier à partir de l'année dernière avec la hausse des taux et également du dollar parce que du coup l'Europe redevenait intéressante. Et c'est pour ça qu'on a eu cet effet de surperformance avec un retour de la value contre les valeurs de croissance. Et donc on va voir, Nvidia c'est considéré par le marché aujourd'hui comme une valeur de qualité, et donc vous voyez un petit peu, c'est quand même des très grosses capes, et vous regardez un petit peu les fluctuations que vous pouvez avoir sur du Nvidia. Google, Amazon et compagnie, je vais pas toutes les faire, mais globalement, on a bien vu cette semaine-là le flight to quality, c'est-à-dire les flux reviennent avant tout sur les grosses capes. Et c'est ça qui permet, donc comme elles sont fortement pondérées dans les indices, aux indices de donner de jolies couleurs. Évidemment, pour le CAC 40, c'est différent, parce que pour le CAC 40, malheureusement, les grosses pondérations sont des pondérations qui sont plutôt cycliques, comme du Total. Or, le pétrole a cassé par le bas, on va y revenir, et donc on a Total qui s'est bien effondré, a bien baissé, mais pour autant, vous restez dans les tendances haussières de fond. Mais voilà, on est dans des éléments correctifs, et le seul truc qui tient à peu près, et alors ensuite, d'autres grosses pondérations, alors c'est plus le cas depuis quelques années, mais avant c'était le plus gros secteur du CAC 40, mais regardez les banques françaises. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de bien comprendre que, fondamentalement parlant, les banques françaises sont certainement les plus sûres du monde.
c'est les plus costauds en termes de ratio, de trucs, de machin, c'est béton armé. Donc, je veux dire, avant qu'on ait des problèmes de crise sur les banques françaises, etc., les autres auront des problèmes bien avant nous. Mais pour autant, regardez l'importance de bien comprendre les flux. Et alors, c'est très intéressant parce que je vois que depuis que je parle de flux, maintenant, de plus en plus de personnes parlent de flux, donc tant mieux, parce que c'est bien important de comprendre ça et de bien dissocier un petit peu les fondamentaux des flux. Si vous n'avez plus personne qui veut investir en Europe parce qu'on a peur de l'Europe, on a peur du Crédit Suisse, on a peur de la guerre, on a peur du machin, on a peur du truc, on rapatrie les flux et on va investir ailleurs, sur de l'obligataire ou sur des actions américaines, on refait du flight to quality, et ben, vous aurez beau avoir les plus sûres banques d'Europe ou du monde, ça ne remontera pas nécessairement. Vous avez besoin du flux, donc vous avez besoin de la confiance. Donc là, on a érodé la confiance. Et ça prend du temps derrière pour revenir. Hein, vous voyez, je veux dire, à chaque fois qu'on érode la confiance sur les banques, vous prenez du temps pour qu'ensuite le cycle revienne. Donc là, on voit, vous avez des rebonds qui ne sont que techniques, donc il n'y a pas grand-chose, donc la confiance reste érodée. Donc ça aussi, c'est important de bien comprendre. Et derrière, c'est important de bien comprendre que quand vous vous dites « tiens, ça tient pas si mal, etc. », c'est une poignée d'actions qui tiennent le marché. Et par du LVMH, ben, c'est pas une config qui est très très belle. Hein. On a plutôt tendance à se dire qu'à un moment donné, et justement, quand je regarde mes indicateurs, etc., vers avril, vers mai, c'est là où je me dis que justement ces grosses actions comme LVMH et Hermès, c'est là où elles peuvent demander à consolider, à reprendre leur souffle. Bah forcément, derrière, si ces grosses actions-là qui sont fortement pondérées et qui permettent de garder un petit peu l'indice la tête au-dessus de l'eau actuellement, elles se mettent à baisser. Si le reste également a perdu la confiance, etc., bon, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Mais d'un autre côté, je veux dire, il faut bien comprendre que quand vous revenez sur le CAC 40, on est quand même sur un indice qui a gagné quasiment 1600 points en l'espace de 4-5 mois. Donc, pour l'instant, on est en train de faire un prorata. Et je veux dire, on peut aller chercher 6008, on peut aller chercher 6666 et des brouettes, voire même jusqu'à 6600. On ne remet pas en cause le mouvement qui a été donné encore. Alors, il faut procéder par étapes. Donc là, on est en train de mettre en place la conso. Sous les 7200 points, en gros, on ne peut pas reparler de relance haussière. Mais pour autant, la correction peut s'accentuer. Là, on le voit, si on commence à lâcher la moyenne mobile 100, qui est aux alentours de la moyenne mobile 20 hebdo, aux alentours des 6800, allez, 50 points, on va arrondir. Si on lâche ça, on va aller probablement au prochain coup. Et le prochain stop, c'est 6008. Et puis, perso, je m'intéresse plus à la zone des 6666, 6007. C'est la zone qui m'intéresse. Mais voilà, après, il faut regarder les volumes. Donc, il faut bien comprendre que autant les marchés européens étaient un petit marché, puisqu'on était pas mal sorti déjà depuis de nombreuses années, et on avait eu du mal à revenir sur le marché européen après la crise des dettes européennes, etc. Puis après, il y a eu le Covid, puis après, il y a eu un certain nombre de choses. Et donc là, il faut bien vous dire qu'en gros, lorsqu'on s'est réintéressé et que les flux sont revenus, il n'a pas fallu beaucoup de flux, si vous voulez, qui sortent des États-Unis pour venir sur l'Europe, pour tout de suite créer ces hausses comme ça, ces très très belles hausses. Mais de la même manière, vous n'avez pas besoin de beaucoup de flux qui sont rapatriés, qui sont sortis de ces marchés-là maintenant, pour revenir à la qualité US, etc., ou revenir à la maison, en se disant, ok, au moins, ou en cash tout simplement, mais on rapatrie à la maison, pour avoir du coup tout de suite les sous-performances qui se mettent en place. Et du manque de rebond, c'est ce qu'on sent tout de suite, c'est mou, c'est lourd, ça a du mal à rebondir. Donc ça, tout de suite, vous sentez que voilà, il y a plus le même flux. Alors que depuis 4 mois, à chaque fois qu'on a eu justement des attaques baissières, on sentait tout de suite les acheteurs qui étaient là. Et même avant qu'on ait la faillite de SVB, chaque attaque baissière tout de suite était contrecarrée très rapidement par des achats, etc. Et là, pouf, voilà, vous avez cassé, on a cassé cette tendance-là, on a cassé ce schmilblick-là. Et donc du coup, maintenant, avant de le retrouver, il va se passer du temps. Pour autant, voilà, il ne faut pas parler de crack, il ne faut pas parler de retournement baissier, c'est beaucoup trop tôt. Il y a beaucoup d'étapes avant cela, mais voilà, on est dans une première étape de la correction. On en avait parlé, la problématique d'être monté aussi vite, aussi fort, c'est qu'il y a deux façons de consolider, soit consolider à plat, et ça prend beaucoup de temps, soit on va chercher très rapidement les supports, on réagit et on fait un petit peu l'escalator, quoi. En attendant de créer une nouvelle figure de congestion qui nous permet, en sortant par le haut ou par le bas, d'avoir une nouvelle tendance.
Donc, c'est ce que j'ai appelé le ventre mou quelque part, parce que on va certainement zigzaguer le temps de construire quelque chose. Tout cela, évidemment, ça fait un petit peu peur dans le sens en mode « Oh mon Dieu, dorénavant, les banques centrales vont, même si elles décident de ne plus monter les taux, elles vont les garder à des niveaux élevés. Toutes ces faillites qui arrivent, etc., qui peuvent créer des problèmes systémiques, etc., c'est des choses qui vont venir également affecter le ralentissement économique d'une manière plus ou moins forte, mais en gros, petit à petit, on y vient, et donc le pétrole également a validé ça et a cassé par le bas. Alors on reste encore dans des tendances qui sont haussières long terme, mais là on a cassé quand même une oblique que j'appréciais, donc on pourra faire du pullback, etc. Mais on a cassé quand même une grosse dynamique, donc il va falloir là aussi pas mal de temps certainement pour reconstruire. Ça ne doit pas changer votre idée de dire le pétrole, on en a toujours besoin, on est en déficit. On est en déficit de pétrole pour encore bien des années, on va en avoir besoin, on est en déficit d'offres, donc à long terme potentiellement, la hausse des hydrocarbures, la hausse des matières premières, ça reste le scénario de base. Mais sur du court terme, sur du moyen terme, on est dans la peur maintenant du narratif qui vient de plus en plus de la récession. Mais même chose, on n'a aujourd'hui pas suffisamment d'éléments pour pouvoir dire est-ce que cette récession va être douce, est-ce qu'elle va être dure, est-ce qu'elle va durer, est-ce qu'elle ne va pas durer. C'est ça les vraies questions et il va falloir patienter, mais le marché, lui, il anticipe évidemment et après il réagira en fonction de ce qui est réalisé ou ce qui n'est pas réalisé. Donc voilà un petit peu où on en est. Et donc le 10 ans américain, donc l'obligataire, donc je rappelle, plus le prix des obligations monte, plus les taux baissent. Alors on parle des taux long terme, hein, pas les mêmes taux courts des banques centrales. Donc là, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est que vous voyez, on avait construit la figure dont on avait parlé, blablabla, je ne reviens pas là-dessus. On a la congestion qui est en train de se mettre en place et on est en train de repartir. Donc pour moi, typiquement, hein, on est toujours dans ce marché qui est en mode dérisque, risque off. Alors, il va sur la qualité, etc. Mais c'est un petit peu le dernier des Mohicans, quoi. Une fois que on a tellement peur que même la qualité ne suffit pas et qu'on ne fait pas de prisonniers, qu'on fait tout le monde baisser, on a des flux qui reviennent sur de l'obligataire, sur du cash, pour se protéger, même en période d'inflation. C'est toujours mieux que de perdre 5 ou 10% sur vos actions. Donc, là, pour moi, voilà, je vous l'avais dit, quand les taux baisseront et que l'obligataire remontera, il faudra dans le premier temps le voir comme une bonne information pour les valeurs technologiques, mais dans un second temps, bien comprendre que le marché est en train de pricer du risk off, de la récession, du hard landing, des problématiques de faillite, etc. Bref, il est en train de faire attention et de se dérisquer, et c'est pas que du pivot de la Fed, et c'est bon, je peux faire all-in sur les valeurs de croissance, etc. Il y a ce lapsus-là, mais on va voir, je pense que le marché va rapidement inverser la vapeur là-dessus, et le narratif va vraiment devenir plus la récession que l'inflation. Mais voilà, tout ça, ça prend du temps, hein. Donc il faut attendre, mais le marché, voilà, lui, il est d'ores et déjà en train, petit à petit, de nous dire ce qu'il a envie de jouer. Et sur l'euro-dollar, ça va être la même chose. On retrouve la congestion aussi. Et donc là, la question, c'est soit on arrive à casser par le haut, mais pour ça, il faudrait une paix en Ukraine. Alors il y a le président chinois qui doit aller voir Poutine. Je sais pas, j'ai vu le 20 ou le 22 mars pour essayer d'œuvrer pour un plan pour la paix. On va voir ce que ça peut faire. Si l'euro commence à casser par le bas, ça veut dire qu'on s'inquiète de plus en plus et qu'on passe vraiment en mode risk off et on sort de l'Europe et donc on revient un petit peu donc sur les US, sur les États-Unis, sur le dollar en mode refuge. Sinon, vous avez ça également sur l'or et l'argent. Donc là, je ne vous fais pas un dessin. L'or est en train de tout exploser à la hausse. On est même en train d'exploser la précédente. On a fait un petit pullback, c'était un tout petit pullback sur l'ancienne oblique que j'avais tracée ici. Et on relance tout de suite. Donc là, pour moi, là aussi, on voit tout de suite les éléments de peur du marché et le fait que le marché continue. Donc, n'est pas vraiment rassuré et continue de renforcer ces positions-là. L'argent est un petit peu plus en retrait, mais globalement, on va retrouver à peu près les mêmes aspects. Si on dépasse cette zone des 22,5, 23 $,
on a ces retournements qui se mettent en place. Donc les minières or, argent également profitent de cet engouement-là sur cet aspect. Et si on va regarder donc ce qui nous intéresse, le Nasdaq, et bien forcément quand vous regardez le Nasdaq, comme vous avez finalement les GAFAM essentiellement, donc 5-6 valeurs qui font la moitié de la pondération, et bien dernièrement on a été dans la capacité de tout casser par le haut. Mais ça, c'est pas un signe de confiance pour moi du marché dans les valeurs de croissance. En fait, c'est un signe de défiance. Pourquoi? Parce qu'on va sortir des valeurs cycliques, etc., où on a un petit peu plus peur, les bancaires, tout ce que vous voulez, et on va les mettre sur des grosses caps qui sont des valeurs technologiques et compagnie, mais par peur, pas par volonté de se dire c'est l'avenir, ça va monter, ça va résister, les taux sont bas, les valorisations sont faibles, blablabla. Aussi, dans un premier temps, il y a toujours cette base-là, mais c'est dans la peur. Et donc la seule question à se poser maintenant, c'est en gros, parce que comme la Fed, si vous voulez, n'a pas suffisamment monté ses taux par rapport à l'inflation pour vraiment dégonfler la bulle une bonne fois pour toutes, ben on est en train de lisser ce dégonflement de la bulle. Donc il y a toujours des liquidités, de moins en moins, mais toujours des liquidités dans le marché. Donc c'est pour ça également qu'on continue d'avoir des mouvements assez forts. Moins forts à chaque fois, sur tous les prochains mouvements que vous avez, on a l'impression qu'ils sont forts, mais si vous regardez, en fait, ils sont moins forts que le précédent. Parce que petit à petit, ben, on résorbe les liquidités. Donc là, c'est toujours le cas. Pour moi, c'est un truc, si vous voulez, c'est un mouvement qu'il faut suivre d'un point de vue graphique, mais d'un point de vue mental, fondamental, il faut s'en méfier de celui-ci. Alors, on peut toujours monter, hein, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas de boule de cristal, éventuellement le flight to quality peut durer bien plus longtemps que ce qu'on le croit, etc. Mais pour moi, c'est en gros un truc où il faut se méfier, il faut se dire qu'il faut se projeter un petit peu, et ça prendra peut-être des jours, des semaines ou encore des mois, mais typiquement, on va, pour moi, vers des éléments à un moment donné où on ne fera pas de prisonniers et on va plébisciter la récession. Alors pour l'instant, voilà, c'est encore, il nous faut des stats, il nous faut des trucs, des machins, mais de plus en plus, hein, on voit le marché qui était dans des congestions, on en avait parlé, pour se décider, et on a de plus en plus de signaux, voilà, qui nous indiquent que le marché est en train de se décider. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, c'est que comme vous avez encore un marché qui a encore beaucoup de liquidités, bah, il est dans la capacité d'aller se protéger et d'aller acheter de l'obligataire, d'aller acheter de l'or, de l'argent, d'aller acheter et de revenir avec du cash, ou voire même d'aller acheter des valeurs de qualité, qui sont en l'occurrence des valeurs technologiques dans ce cas-là, ou des valeurs du luxe, etc. Donc on a encore suffisamment de liquidité pour un petit peu avoir tout ça. Et alors, par contre, on va bazarder les valeurs cycliques endettées, on bazarde les bancaires, on bazarde beaucoup plus facilement. Donc on devient de plus en plus sélectif. Et au fur et à mesure où le temps avance, et que les taux restent élevés et que donc les liquidités continuent d'être resserrées, et ben vous avez de moins en moins de liquidités pour faire des choix multiples. Et donc vous êtes de plus en plus dans un besoin de vous concentrer. Et c'est là où on va voir, à un moment donné, ben, le marché se concentrer de plus en plus sur de moins en moins d'actifs, et d'autres actifs qui avaient démontré une certaine résilience ou une certaine force, et ben, commenceront eux aussi à faiblir. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Le but du jeu, évidemment, c'est pas de la jouer à la Toiti, on va tous mourir, c'est pas bien, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait partie des cycles. Et ce qu'il faut bien se dire, globalement, c'est que même si ça doit arriver, il n'y a personne qui peut savoir combien de temps ça va durer. Voilà, la récession, si ça se trouve, ne sera pas si dure que ça. On va éviter potentiellement les faillites systémiques, les trucs, les machins, je sais pas. La Fed, potentiellement, a appris des trucs de subprime et saura également réagir de manière plus réactive dans sa baisse des taux. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont dans le champ des possibles. Donc c'est juste, quelque part, essayer de prendre un petit peu de hauteur et d'avoir une vue d'ensemble pour être préparé. Pour être juste préparé, savoir un petit peu comment les choses se déroulent. Et derrière, suivre le graphe, c'est ça qui est vraiment le plus important. Suivre le graphe, voir ce que les marchés en pensent et éviter voilà, d'anticiper. Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est des choses qui peuvent tomber sous le sens, évidemment. Le plus dur, c'est derrière de le jouer avec le bon timing. Et on l'a vu concrètement cette semaine. Pour moi, c'était
C'était la quintessence de la compréhension de cette phrase, qu'on peut imaginer beaucoup de choses, on peut avoir raison sur beaucoup de choses, mais si vous n'avez pas le bon timing, bah, ça ne vous rapporte pas, voire ça vous coûtera même de l'argent. Vous avez eu raison, mais ça vous a coûté de l'argent. Donc c'est bien ça la difficulté de la bourse, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'économistes, mais beaucoup moins d'investisseurs, hein. Donc ils ont bien compris un petit peu où était leur marge de risque. Donc voilà un petit peu sur ces aspects-là. Et voilà, globalement, je veux dire, c'est ce qu'on retrouve, hein. Je veux dire, si vous regardez l'ensemble des cycliques, etc., ben, je pense qu'à long terme, on peut être certainement positif sur ces valeurs-là. C'est des business qui, à mon avis, vont repartir, redémarrent déjà, ont un certain potentiel, dans un monde de déficit d'offres, dans un monde voilà, d'inflation plus linéaire sur ces produits-là en tout cas. Mais voilà, vous avez un laps de temps boursier, court terme, moyen terme, on ne sait pas encore, où le marché décide de dégueuler et de virer toutes ces positions-là. Parce qu'il y a de la dette, parce que machin, parce que truc, et on a peur, le pétrole baisse et compagnie. Donc on a une vue court terme qui prend le dessus sur la vue long terme. Donc il n'y a pas 36 000 solutions, ça fait partie des cycles, et je dirais quelque part, heureusement. Et on en a besoin, parce que c'est parce que le marché va avoir peur sur des éléments court terme qu'on va pouvoir saisir un certain nombre de titres à des prix très intéressants qui feront notre performance à long terme et nous permettront de battre le marché. S'il n'y avait pas ça, si le marché était parfait, si le marché était efficient, si le marché était toujours voilà, intégré tout ce qu'il faut intégrer, bah, ma foi, on n'aurait, vous ou moi, aucune marge de manœuvre possible pour battre le marché. On ne pourrait pas profiter des excès à l'achat et à la vente de monsieur marché. Et donc on ne pourrait pas prétendre à pouvoir le battre et à faire des performances mieux qu'un indice. Donc à ce moment-là, il n'y aurait absolument aucun intérêt d'acheter des actions en direct et autant acheter un ETF puisque le marché est efficient et donc on n'est pas dans la capacité de le battre et toutes les infos et tout ce qu'on doit penser du marché à l'instant T est directement dans les cours. Donc tout ce qu'il faut se dire, voilà, c'est que c'est important de ne pas aller contre les cours du marché, mais de bien comprendre que quelque chose qui est pas cher peut devenir encore moins cher, mais c'est pas pourtant que c'est inintéressant. Mais c'est juste une question de timing et du moment où, en fonction de votre profil, vous êtes dans la capacité de pouvoir saisir la balle au bon. Il y a des personnes qui voudront saisir la balle au bon au fur et à mesure que ça baisse. Il y a des personnes qui voudront saisir la balle au bon à partir du moment où le support est défini et on a une remontée déjà avec cassure de résistance qui se remet en place. Voilà, c'est une question de profil, c'est une question de qu'est-ce qu'on aime faire, c'est une question de quelles sont les tailles de position qu'on va mettre, de quelle est la part d'argent que l'on a en bourse par rapport à notre patrimoine total. Voilà, ça ne se discute pas si vous voulez, hein. C'est comme les goûts et les couleurs, c'est normal, vous avez différents profils, différents objectifs pour différents patrimoines, différents capitaux, différentes façons d'approcher les marchés. Et donc c'est normal que chacun ait un avis différent sur quand est-ce qu'il faut acheter une valeur qui n'est pas chère, qu'on considère que pas chère, etc. Et pour moi, voilà, il ne faut pas juger globalement les uns et les autres. Il n'y a pas une manière meilleure que d'autres. Il y a une manière qui permet, si vous voulez, de prendre moins de risques et surtout voilà, d'attendre un petit peu les bons moments. Ça, c'est la manière que je vais favoriser et plébisciter. Mais pas tout le temps. Donc voilà un petit peu où on en est. Vous avez donc du Vallourec et compagnie. Et si vous regardez ce qui se passe, on a vu Google tout à l'heure, on peut regarder Apple, puisque c'est la plus grosse pondération avec Microsoft aussi. On retrouve ce flight to quality globalement, hein. Donc on voit Apple qui est revenu chercher sa résistance horizontale ici, tac, pour l'instant qui bute dessus. Et donc c'est là où ça va se décider. C'est-à-dire, soit on est dans la capacité de casser ici par le haut, et donc on poursuit le flight to quality, on poursuit le Nasdaq à 13 000 points, 13 500 éventuellement, mais voilà, on n'oublie pas que pour l'instant, je veux dire, on a quand même des résistances au-dessus de la tête, donc c'est pas tout de moon, quoi. Et pour autant, si on bloque ici et qu'on commence un petit peu à fatiguer, etc., ce n'est que si on repasse sous les 145 $ qu'on pourra réellement valider que tiens, les généraux, donc ce que j'appelle les généraux, c'est les grosses capitalisations et donc qui attirent le flux, et ben les généraux aussi peuvent tomber. En général, ils tombent en dernier, mais ils tombent quand même. Et si le jour où on recasse ça par le bas, le flight to quality sera terminé et on pourra se dire que le marché est rentré dans un mode un petit peu je ne fais pas de prisonnier et je suis dans le narratif récession très certainement. On aura l'occasion d'ici là d'en reparler, mais c'est comme ça qu'on va l'amener. Mais déjà, ce que vous devez bien comprendre actuellement, c'est l'illusion des indices avec une poignée de valeurs qui font les indices
Et quand on regarde des indices qui sont plus larges ou par secteur d'activité, on voit quand même que le marché, la faillite SVB, elle est loin de s'être bien passée quand même. On a un marché qui est déjà en dérisque, mais c'était déjà le cas avant finalement. Je vous dis souvent que je ne crois pas, si vous voulez, aux événements qui font toupie, mis à part une météorite ou un truc comme ça, bien entendu, ou le Covid en l'occurrence. Mais très souvent, en fait, vous avez des présignaux qui sont donnés, et en fait, l'événement va venir catalyser ces présignaux-là. Mais les signaux étaient déjà, le verre était déjà dans le fruit, dans la pomme, si j'ose dire. Donc voilà. Voilà un petit peu, c'est ça l'idée. Donc voilà, bon, je pense que ça sert à rien d'aller chercher. En plus, je commence à suinter la température. Je sens que la fièvre commence à monter. Donc, je pense que ça sert à rien d'aller faire des analyses graphiques d'un certain nombre de titres, etc. Parce que tout simplement, tout le monde est à peu près dans la même idée. Je veux dire, même si je prends du Airbus, bon ben voilà, on a fait une belle poussée, c'est toujours des tendances haussières de fond, hein, mais à court terme, vous êtes coincé dans une espèce de ventre mou. Et tant que vous n'allez pas sortir de la boîte, hein, si je schématise, hein, tant que vous ne sortirez pas un petit peu de cette genre de boîte, vous n'avez pas la suite. Donc il faut sortir par le haut pour relancer la tendance haussière en mode il n'y a pas de récession et les banques centrales sont nos amis. Et donc là, tout va bien dans le meilleur des mondes et j'ai encore du pognon et je ne sais pas où le mettre, donc je le mets encore en bourse, pourquoi pas. Ou alors ben, je finis par craquer un petit peu par le bas parce que je suis en mode récession. Et donc mais c'est pas la fin du monde, c'est-à-dire qu'on peut jouer la récession et puis on peut venir chercher les supports, rebondir et puis après se dire bon ben voilà, la récession est là, les taux vont baisser, etc. Il y a une latence, si vous voulez, entre le moment où les taux baisseront, ça ne voudra pas dire que le marché arrête de baisser, il pourra continuer de baisser parce qu'il sera en mode des risques et il sera en mode peur quelque part. Donc l'argent ne reviendra pas tout de suite. C'est ça qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que c'est pas parce que les taux baissent des banques centrales que tout de suite les flux et l'argent reviennent tout de suite. Non, en règle générale, vous êtes dans une récession, donc il y a moins d'argent, donc les gens font attention avec leur argent, etc. Il y a moins de flux, donc voilà, c'est pas parce que vous avez la baisse des taux que tout de suite vous avez les flux qui reviennent. Vous avez besoin que l'économie également, vous avez besoin de quelques mois pour que l'économie intègre ces baisses de taux et petit à petit reprenne la demande, etc. Donc c'est le cycle, tout simplement. Et le cycle, il est plus ou moins rapide ou lent en fonction de qu'est-ce que vont faire les banques centrales et l'interventionnisme. Donc c'est ça qui va vraiment nous importer. Et quelque part, donc juste pour le mot de la fin, pour moi, c'est pas vraiment ce que va décider Powell qui est important, qu'il garde les taux, ce que je pense, à 0,25 de hausse, ou qu'il arrête tout de suite en se disant ben, on attendra la prochaine réunion pour voir un petit peu les effets, blablabla. Ça ne va pas changer grand-chose. Les taux vont rester à des niveaux qui sont élevés aujourd'hui, qui permettent de continuer d'exploser la bulle et donc de faire de ralentissement économique. Et donc, il faut s'attendre que dans toute explosion de bulle, il y a des dommages. Il y a des dommages collatéraux, il y aura d'autres faillites. Et la seule question, c'est quelle taille auront ces faillites et est-ce qu'il y en aura une qui sera systémique à un moment donné et qui peut créer réellement le vrai dérisque du marché. Pour l'instant, on est en train de rentrer dans les corrections parce que le marché va attendre justement de pouvoir faire la différence entre est-ce que la récession va être vraiment tranquille ou est-ce qu'on va vers une récession un petit peu plus dure parce que on a un système financier qui potentiellement a eu des abus. Et moi je pense que le système financier est beaucoup plus robuste que précédemment et que le système des ménages et également des entreprises est beaucoup plus robuste que précédemment, ce qui lui permet d'avoir une résilience déjà depuis plusieurs mois et ce qui lui permet de rentrer éventuellement dans une récession avec une meilleure santé. Ça ne veut pas dire que ça va mieux se passer, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'en fait les choses vont certainement se lisser beaucoup plus dans le temps. C'est ça qui est important, c'est de comprendre est-ce qu'on lisse les choses dans le temps ou est-ce qu'on nettoie d'un coup sec, d'un coup d'un seul. Et ça, en règle générale, les banques centrales ne veulent pas trop, parce qu'on peut le faire, hein, mais on ne veut pas trop parce que ça crée des désordres sociaux et ça met des gens qu'on ne veut pas forcément voir arriver au pouvoir pour des raisons historiques également. On a appris quelques leçons. Donc ne pas oublier que les banques centrales existent aussi pour ces choses-là. Donc on casse toujours du sucre sur les dos des banques centrales, mais elles sont là aujourd'hui pour permettre justement de réguler un petit peu mieux les cycles, d'avoir des cycles qui sont un petit peu plus longs et qui permettent aux intervenants d'avoir beaucoup plus confiance,
puisque avant les cycles étaient beaucoup plus volatiles, beaucoup plus courts, et vous avez la sinusoïdale en permanence, et c'était difficile d'avoir une confiance en l'avenir, puisque vous saviez que voilà, vous aviez 2-3 années peut-être en croissance de 5 à 8%, et puis paf, derrière 2-3 années en correction, en récession, et ainsi de suite. Donc c'était très dur de se projeter, d'avoir des projets long terme, de prendre de la dette, etc. Donc il faut comprendre un petit peu toute l'histoire financière, d'où on vient, ne pas oublier, j'ai vu un tweet aussi de Michael Burry, qui comparait les faillites aux années 1907 aussi, lorsqu'il y avait eu d'autres faillites bancaires et que c'est d'autres banques qui étaient venues sauver, JP Morgan déjà à l'époque, qui étaient venues sauver un petit peu les banques un petit peu plus faibles, etc., pour éviter la contagion. Voilà, on est dans ça aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez des périodes de boom, bah, il y a des abus. Et donc là, on est en train de nettoyer les abus. Ce qui est important, c'est que dans le nettoyage des abus, on ne nettoie pas un plus gros. Et c'est ça qui peut être l'effet domino. Mais encore une fois, voilà, les gros sont plus robustes qu'avant. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça veut dire qu'il va falloir certainement une récession plus dure et qui dure plus longtemps pour vraiment faire mal. Et pour vraiment rentrer un petit peu dans le côté dépressif. Pour l'instant, on est dans quelque chose qui est nécessaire suite au Covid, et on ne le répétera jamais assez. Le Covid est quand même un événement majeur, et la façon dont on a répondu au Covid également. Et à un moment donné, si vous voulez, on est obligé de le payer en mode lissage dans le temps. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et croyez-moi, je pense qu'il vaut mieux le payer dans le temps et en mode lissage que d'un coup, d'un seul. Surtout qu'on ne sait pas derrière comment la psychologie des foules réagit à ça. Historiquement, on a quand même un paquet de raisons de croire que ça se finit en général pas trop bien. Voilà pour cette vidéo. Je vais me faire un grog et on se retrouve lundi, j'espère, pour de nouvelles aventures boursières. Salut les graphes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous ne loupez pas comme ça les autres vidéos que je publie en cours de semaine où je rentre peut-être un peu plus dans le détail dans certains éléments. Si vous suivez la chaîne globalement depuis quelques mois, je pense que toutes les hypothèses de travail, en gros, vous les avez en tête et vous voyez ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et surtout, je dirais, beaucoup de choses ont fonctionné, mais c'est question de timing. C'est ça surtout la difficulté, comme d'hab. Voilà, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça permet de faire connaître la chaîne et mon travail et potentiellement aider d'autres investisseurs. Donc n'hésitez pas à le partager également sur vos réseaux sociaux. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, et on reprendra la semaine prochaine peut-être les analyses des actions où on pourra voir un petit peu les niveaux qui peuvent être intéressants, etc. Là, j'avoue, je commence un petit peu à tirer la langue. Excellent week-end à vous les graphes et à la prochaine. Salut!